Oui, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour faire un bilan sur cette campagne électorale pour ce scrutin de dimanche, élection municipale et communautaire, donc de dimanche 15 mars. Et pour en parler, notre consultant Justin Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et à sa côté, Olivier Jean-Marie de Politique Data, bonjour et bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Mais avant toute chose, un message aux habitants de Rivière-Pilote, sur les hauteurs de Rivière-Pilote, des habitants qui sont en souffrance en ce moment pour des problèmes sur le réseau de distribution d'eau. La mairie vient de nous signaler que la SME est sur le terrain pour faire le nécessaire. Les informations confirmées bien évidemment par la SME, qui est en contact direct avec la mairie de Rivière-Pilote. Donc bon courage à ces pilotins sur les hauteurs de la ville de Rivière-Pilote. Alors Justin Daniel, vous êtes avec nous aujourd'hui pour faire un bilan de cette campagne électorale qui a commencé le 2 mars avec à vos côtés, je l'ai dit, Olivier Jean-Marie. Mais d'abord, sur les élections de dimanche prochain, à une époque, il y avait cette disposition de la loi qui prévoyait qu'il fallait atteindre le quart des inscrits. C'est très important pour être élu. C'est une disposition qui a changé aujourd'hui, M. Daniel. En réalité, cette disposition a changé depuis 2014. C'est une loi de 2013 qui la supprime. Elle est maintenue uniquement pour les communes de moins de 1000 habitants. À la Martinique, c'est le cas pour Font-Saint-Denis et Grand-Rivière. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'un scrutin de liste, mais d'un scrutin plurinominal. C'est-à-dire que l'électeur va choisir entre les listes en présence les noms des personnes qu'il souhaite voir élues. Il pourrait donc... Et ces personnes seront déclarées élues à une double condition. Pour le premier tour, qu'elles obtiennent la majorité absolue et pour le second tour, la majorité relative. Mais pour le premier tour, il y a une deuxième condition, c'est le 25% du nombre d'inscrits. Pour toutes les autres communes, donc à partir de plus de 1000 habitants, cette condition n'existe plus. Donc avec une élection dès le premier tour possible dans certaines communes. Si on faisait une simulation, par exemple. Oui. Olivier Jean-Marie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 11 communes, je crois, dont on connaîtra le maire dès dimanche soir. Donc parce deux communes. Parce qu'il y a 2 candidats. Voilà, alors même Ajoute pas Bouillon et le prêcheur, il n'y a qu'un seul candidat, donc on connaîtra. Et puis partout où il y a 2 candidats, donc comme à Sainte-Luce, aux Anses-d'Arlay, voilà. Donc on connaîtra à Saint-Pierre aussi. Je crois il y a que 2 candidats aujourd'hui. Ils sont 3 à Saint-Pierre. Ils sont 3. Donc dès qu'il y a que 2 candidats, on connaîtra donc dès le dimanche soir le nom du maire. S'il fallait faire une simulation, un calcul par exemple avec des chiffres pour bien expliquer aux auditeurs. C'est sur une commune où il y a deux candidats. Candidat, il suffit qu'il y ait un votant ou 2 votants pour que la liste soit proclamée élue. Donc ça, c'est un cas extrême. Voilà, c'est une possibilité donc qu'il y ait dès dimanche soir. C'est pas une possibilité, c'est quasiment acquis. C'est acquis que une liste sera proclamée. Parce qu'on n'est plus de prêcheurs à Font-Saint-Denis et dans les communes où il y a 2 listes en présence. Vous l'avez rappelé, parce qu'on n'est plus dans le cadre des 25%. Absolument. Du corps des inscrits. Alors, la deuxième chose que je voudrais voir avant d'entamer ce bilan, et ici revenu encore, beaucoup de candidats nous ont appelés parce qu'ils ont finalement compris qu'ils n'auront pas cette possibilité samedi après-midi, en tout cas dans la journée de samedi, de faire leur caravane dans les différents quartiers. Alors, la date précise de la clôture de campagne électorale, en fait, radio. Il y a 2 dates précises. Il y a 2 dates. La première, c'est le 14 mars à 0h, donc le samedi matin à partir de 0h, 1 minute. C'est le début de l'interdiction de diffusion de tracts et de tout message ayant un caractère de propagande électorale. Ça, c'est strictement interdit. On ne pourra pas distribuer ou faire distribuer des bulletins, des circulaires et autres documents, notamment des tracts. Ça, on ne peut plus le faire. On ne peut plus diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Ça veut dire que le samedi matin sur le marché, par exemple... On ne peut pas distribuer de tracts. Ça, c'est clair. Oui, on ne peut pas. Mais
la campagne électorale elle-même s'arrête le 14 mars à minuit. C'est ça qui pose... le samedi à minuit. Donc le dimanche matin... Donc on peut tenir un meeting. Oui, on peut tenir des samedi, réunions. Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas diffuser des tracts, des bulletins, etc. C'est ça qui était... Alors la question des états-majors aujourd'hui, c'est de savoir si ce samedi, par exemple, si les candidats pourront faire cette caravane qu'ils ont pour habitude de faire, par exemple. S'ils ne font que circuler dans les quartiers. C'est compliqué. C'est compliqué, oui. Je pense qu'il faut éviter de le faire si on ne veut pas se mettre en contradiction avec la réglementation. Bon, on peut organiser une réunion publique, puisque c'est le propre d'une campagne électorale. Mais quand on lit le texte, il est interdit de diffuser par tout moyen de communication au public, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Ça, c'est samedi. Samedi. Dès samedi. Alors, il y a une petite ambiguïté dans la rédaction même du texte, de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication publique, par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale. Alors, on peut interpréter comme quoi il s'agit exclusivement de messages par voie électronique. Et donc, ça n'empêche pas, par voie de sonorisation, de le faire. D'accord ? Et puis, ce qui est aussi interdit, c'est ce qu'en font certains candidats, c'est la diffusion de manière automatisée par voie de téléphone. Nous avons tous reçu à un moment donné ce type de message. Donc, des messages à destination des électeurs, les appelant à voter dans tel ou tel sens. Ça, c'est interdit le samedi. Très bien. Alors, mais on peut utiliser d'autres moyens de communication que la voie électronique. S'agissant donc des médias, on rappelle que la clôture de la campagne électorale est fixée au vendredi 14. Au vendredi. Oui, disons au samedi matin, 0h. Samedi matin, 0h. Donc, je sais parce qu'on a eu des procédures en Martinique où il y avait des émissions qui étaient diffusées le vendredi avec une rediffusion qui intervenait après minuit. Et là, c'était interdit. C'est interdit, oui, parce que bon, il faut faire attention. La campagne dans les médias est terminée à ce moment-là. De médias. Ouais. Donc, on termine la campagne électorale sur les médias le vendredi à minuit, à 0h. Absolument. Et il faut veiller aussi, il faut que les candidats veillent à ne pas introduire dans la campagne un élément à caractère polémique qui ne permettrait pas une donnée, quelque chose qui concerne un candidat sur sa vie publique ou privée. Il faut absolument éviter ça parce que l'adversaire n'aurait pas le temps de se défendre. Et donc, ça peut être une source d'annulation de l'élection. Olivier Gemard, il y avait une précision. Oui, pour signaler que c'est aussi valable, notamment pour les réseaux sociaux. Donc, sur tous les posts Facebook, WhatsApp, sur les sites Internet. Donc, c'est aussi valable. Hein. Donc, la campagne s'arrête. Donc, pour ce type de diffusion-là, le vendredi soir, à minuit. Et puis, concernant les appels téléphoniques. Donc, certes, on n'a plus, en tant que candidat, la possibilité donc, de générer des appels automatiques pour promouvoir donc, sa candidature. Mais bien sûr, les colistiers peuvent appeler donc, à titre privé donc, tous les électeurs pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Tout à fait, parce qu'a priori, les appels privés, on ne peut pas les contrôler. Tout à fait. Et donc, ces appels privés, ils auront lieu également le dimanche. Exactement. Et, en tout cas, on se rappelle quand même qu'aux dernières élections législatives, me semble-t-il, en Martinique, des candidats avaient carrément fermé leur page Facebook. Ça, on l'avait vu aller. Oui, je pense que c'est pour ne pas prendre le moindre risque. Parce qu'effectivement, parce qu'une page Facebook aujourd'hui peut en plus être très facilement détournée. Donc, fermer sa page Facebook, c'est une précaution, je pense, qui n'est pas totalement inutile dans ce genre de situation. Alors, il est recommandé donc aux candidats justement de poster donc sur les pages Facebook et sur les réseaux sociaux et sur le site internet
Donc une recommandation faisant allusion, donc c'est à l'article 49, je crois, du code électoral. Et surtout, si jamais on ne ferme pas sa page Facebook, il faut qu'il y ait donc le community manager, la personne qui gère la page Facebook, qui soit très, cette personne-là doit être très vigilante pour supprimer, modérer tous les messages litigieux. Très bien. Alors, avant de revenir sur les chiffres, et en tout cas, encourager, pousser les électeurs à aller voter ce dimanche. Justin Daniel, qu'est-ce que vous avez retenu de cette campagne électorale, pour ce que vous avez vu, entendu? Alors, j'ai, comme citoyen, écouté, en fonction, bien sûr, de mes disponibilités, je n'ai pas pu couvrir les 34 communes de la Martinique, j'ai écouté les uns et les autres. Et d'abord, ce qui me frappe, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais je pense que ce constat-là va en s'amplifiant. Et je crois pouvoir dire que le rôle de la presse n'est pas tout à fait étranger. C'est que la campagne se focalise d'emblée sur la situation financière des collectivités. On sait que cette situation est globalement défavorable. Les collectivités, y compris donc les communes situées outre-mer, sont dans une situation pour le moins délicate. Mais cet élément-là a pris un poids décisif dans la campagne, sans doute en partie lié au cadrage qu'effectue elle-même la presse. Les premières questions portent sur ça. Deuxième observation, c'est que chaque candidat ayant pris acte de la situation, favorable ou défavorable, annonce un certain nombre de projets qui ne sont pas toujours en concordance avec le constat précédent. Et parfois même, j'ai entendu des candidats faire des promesses qui sont totalement illusoires. Quand on annonce qu'il n'y aura pas de hausse des impôts locaux, ce n'est pas, au moins en partie, de la compétence de la commune. Parce que les impôts locaux, il faut faire la distinction entre le taux qui peut être fixé par l'autorité communale, et là, c'est la marge de manœuvre de la commune. On peut décider de ne pas augmenter le taux. Mais la valeur locative, c'est une loi qui décide chaque année. Et chacun d'entre nous a pu constater que les impôts locaux peuvent augmenter, même si le taux n'a pas varié. Et puis, il y a une partie des compétences qui revient, cette fois-ci, à la collectivité territoriale de Martinique. Donc, l'annoncer comme ça, c'est prendre un certain risque. Mais globalement, ce qui m'a également frappé, troisième observation, c'est qu'on voit très bien que la fonction de maire à la Martinique, ou les attentes que nourrissent les citoyens à l'endroit du maire, on voit que cette fonction-là a évolué. Le candidat en tout cas, ne se présente plus comme celui qui est capable de procéder à des redistributions, comme ça a été le cas il y a quelques décennies dans ce pays. Il est plutôt dans la peau du bâtisseur, je dirais même de l'entrepreneur. Bon, on voit bien que quelque part le secteur privé, compte tenu des contraintes en matière de gestion, tend à contaminer un petit peu le secteur public de ce point de vue-là. Et donc, le maire, les candidats, ils développent une image du maire bâtisseur capable d'aller lever des fonds, capable de répondre aux aspirations de la population. Puis, dernière observation, bien évidemment, c'est très à la mode, tout le monde y va de sa petite proposition en matière de démocratie participative. Très bien. Alors, deux questions, Justin Daniel. Est-ce que la situation financière de la ville aujourd'hui peut être un argument électoral? Et on se rend compte que des candidats affirment que les caisses de la ville sont vides, que la situation est exécrable, mais on vient quand même avec, j'ai envie de dire, un conteneur de projets, hein? Et quand on le demande comment on va financer, la réponse, elle est classique. On va d'abord faire un audit. Alors, cette réponse-là, elle a commencé à proliférer, si j'ose dire, dans les années 90. Ça, c'est pas nouveau. Donc, on l'a constaté d'abord dans l'Hexagone.
Et tout le monde reprend à son compte cet argument, qui est une merveilleuse façon, finalement, de botter en touche. Donc, une fois qu'on aura fait l'audit, est-il besoin de le faire d'ailleurs pour savoir que les finances ne permettront pas d'honorer les promesses? Puisqu'on sait déjà que les finances, puisqu'on le dit, que les finances ne sont pas bonnes. Absolument. On dit que les finances ne sont pas bonnes et on vient de dire qu'on va faire un audit. Ouais, c'est la raison pour laquelle beaucoup de candidats aussi mettent l'accent sur leur qualité de bon gestionnaire. Donc, on est là dans un jeu de dupes. Hein. D'un côté, effectivement, on fait un constat en disant, bon, la situation est extraordinairement difficile. Et puis de l'autre, on fait des promesses, et puis en faisant ressortir le fait qu'on sera un excellent gestionnaire, quoi. Et lorsqu'on pose la question de savoir comment on va faire, comment on va assainir la situation, on pose deux questions. Est-ce qu'on va supprimer des emplois? Tout le monde fuit. Tout le monde fuit, bien sûr. Parce que c'est d'ailleurs l'une des recommandations de la Chambre régionale des comptes pour Fort-de-France. Oui, parce que supprimer des emplois. Au-delà du cas particulier de communes, ce à quoi on assiste en matière de gestion publique, c'est véritablement un changement de paradigme qui fait qu'aujourd'hui, on demande de faire plus avec moins, et y compris en termes de ressources humaines. C'est le cas pour toutes les administrations. C'est le cas également pour les communes. Sans compter que les communes à la Martinique donc, ont un budget de fonctionnement qui est, par définition, plombé par le coût du personnel. Jusqu'à 70%. Ouais, à cause en particulier des fameux 40%. Donc là, on est au cœur d'un enjeu majeur, mais en même temps, on constate qu'il y a sur la scène politique, pas simplement locale, hein, c'est peut-être pas encore le cas ici tout à fait, mais quand on observe ce qui se passe à l'échelle de la France, ce nouveau paradigme lui-même est en train d'être contesté. Et d'ailleurs, la fameuse crise liée au coronavirus, le Covid-19, cette fameuse crise va obliger dans les pays européens à revenir sur un certain nombre de fondamentaux. Quand on voit la situation dans laquelle se trouvent les services sanitaires en Italie et peut-être malheureusement demain en France, il y a matière à se poser des questions. Donc comment faire? Alors, pour revenir au cas plus particulier de la Martinique, la situation elle est compliquée parce que les ressources que peuvent mobiliser les communes pour financer leurs projets et leurs frais de fonctionnement sont quand même limités. On est très largement tributaire pour les frais de fonctionnement, les frais de personnel en particulier, de l'octroi de mer. Donc, et qui lui-même dépend très largement de l'activité économique. Donc, il y a ça. Pour l'investissement, très peu de communes peuvent dégager un excédent du budget de fonctionnement permettant de financer l'investissement. Donc, il faut faire des tours de table financiers qui sont parfois un peu compliqués, je reconnais, pour les maires qui sont en fonction. Parfois, ils ont des projets, mais ils n'arrivent pas à boucler le tour de table financier, sans compter que, par ailleurs, en matière de gestion des fonds structurels, on n'a pas été véritablement opérationnel au cours des dernières années à la Martinique. Efficace sur ce point. Alors, Olivier Jean-Marie, l'idée serait aujourd'hui de faire en sorte que toute la Martinique puisse aller voter. Oui, ce serait formidable. Ce serait formidable. De voir que les électeurs se mobilisent. Alors que nous sommes dans une élection de proximité, Justin Daniel l'a déjà rappelé, donc c'est une élection qui mobilise, mais on s'est rendu compte qu'en 2014, le nombre d'électeurs avait déjà chuté. Oui, déjà, on est passé donc, de 2008 à 2014, donc de 59% à 54% de participation. Donc la tendance est à la baisse, comme pour toutes les autres élections. Hein. Il n'y a pas une élection qui contredit cette tendance à la baisse de la participation. Et ce que moi je remarque, c'est que donc votre initiative est bien tombée pour essayer de mobiliser les électeurs, mais c'est quand même d'abord le boulot des candidats. Et je constate qu'ils sont partis en campagne très, 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 très tard. Quand je vois que des candidats comme le maire du Roubaix, par exemple, a présenté sa liste une semaine avant le scrutin,
le maire de Fort-de-France, c'était 2 jours avant. Et qu'en plus, on voit que les salles ne sont pas pleines du tout. Moi, j'ai de grosses inquiétudes. Et oui, moi, je souhaiterais encourager donc tous les électeurs à aller voter. Et parce que ne pas aller voter, c'est encourager le statu quo. Donc, si on est content, surtout, faut pas aller voter. Mais si on veut vraiment changer quelque chose, améliorer la situation, c'est le bon moment de faire entendre sa voix. Alors, on s'est rendu compte d'une nouvelle stratégie également pendant cette campagne électorale, c'est qu'il y a eu la déclaration de candidature du candidat. Il fait « je suis candidat » et 1 mois ou 15 jours après, on fait une autre conférence de presse pour présenter la liste. Oui, Daniel. Alors, c'est une nouvelle stratégie, mais je voudrais revenir très rapidement sur ce que je viens de dire Olivier Jean-Marie. Or, c'est vrai que la participation, globalement, diminue à la Martinique. Même pour une élection municipale. Pour plusieurs raisons. La première, me semble-t-il, c'est qu'il y a une injonction, enfin, un affaiblissement de l'injonction à remplir son devoir civique. Aujourd'hui, s'y substitue quelque part une forme d'indifférentisme à la chose politique. Ce n'est pas spécifique à la Martinique, mais ça existe également chez nous. Et puis, il y a peut-être un facteur structurel sur lequel il faudra pencher. Alors, c'est une hypothèse, on n'a pas encore fait de recherche là-dessus. Traditionnellement, on observe que les jeunes votent moins que les personnes âgées. Mais qu'à partir de 80 ans, les personnes âgées votent moins également. Or, que se passe-t-il ? La population de la Martinique est en train de vieillir de manière accélérée. Alors, c'est peut-être là un élément structurel qui explique, pour la part qui lui revient, sous réserve de vérification, qui explique donc une part de la baisse de la participation. Alors, sur la question que vous posez, Jean-Marc, effectivement, on a vu un changement dans la stratégie de présentation des candidats et des listes. Tout se passe comme s'il y avait une première présentation. Donc, on annonce qu'on sera candidat et on se donne le temps et les moyens de confectionner sa liste et d'élaborer un programme. Et souvent, l'argument qui est avancé pour expliquer ce décalage, c'est que ce programme, il est élaboré avec le concours de la population. Donc, j'ai entendu beaucoup de candidats dire, nous n'avons pas élaboré sur un comptable un programme. Nous sommes allés à la rencontre des habitants. Absolument. Et en fonction de ce qu'ils nous ont dit, nous avons élaboré un programme. C'est ce qu'on a entendu souvent pendant cette campagne électorale, Olivier Jean-Marie. Oui. Et sur la stratégie en 2 temps de présentation, donc d'annonce de candidature puis de présentation de liste, moi je pense que ça montre aussi une certaine volonté de mettre en avant plutôt le candidat tête de liste plutôt que la liste. Et selon moi, c'est de nature, ce n'est pas de nature à optimiser la mobilisation, parce que les premiers agents électoraux, les premiers agents mobilisateurs, ce sont les colistiers. Mais ça montre aussi la difficulté que les candidats ont à élaborer une liste, parce que c'est extrêmement délicat d'élaborer une liste, notamment pour des équipes sortantes, puisqu'il faut absolument montrer qu'il y a du renouvellement. Donc il faut remercier une partie Ça, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout, et ça peut créer donc des tensions. Donc on essaie de le faire le plus tard possible pour que ça n'ait pas d'incidence sur la tenue de la campagne. Mais le résultat global, selon moi, c'est que on se prive donc d'agents de mobilisation que sont les colistiers, qui n'ont peut-être qu'une semaine ou 2 semaines pour mobiliser leurs proches, leurs familles, leurs voisins, leurs relations professionnelles. Et on s'est rendu compte aussi que pour cette élection, par exemple, que des candidats se sont déclarés très tôt, depuis 2 ans, et à la dernière semaine, ils n'avaient pas réussi à boucler leur liste. Ils savaient qu'eux, ils étaient candidats, mais ils ne s'étaient pas assurés qu'il fallait, par exemple, 31, 32 colistiers. C'est exact, pour une raison bien simple. Comment expliquer ça ? Renvoie à ce que je disais à l'instant, Olivier, à savoir que confectionner une liste pour les élections municipales avec les différents équilibres qu'il faut respecter, à commencer par la parité,
Ensuite, les équilibres entre les différents quartiers. Il faut que ces quartiers soient représentés. Donc, confectionner une liste, ça n'est pas facile. Et je confirme également que même pour un maire qui est en place, quand il remercie un colistier pour en choisir un autre, il faut assurer le service après-vente. Ça prend du temps. Parce que c'est extrêmement difficile, parce qu'on peut faire d'un ancien colistier un adversaire à ce moment-là. Et c'est un élément démobilisateur pour le candidat maire. Olivier Jean-Marie. Oui, je confirme ça, c'est vraiment un équilibre. Et puis, donc, non seulement il faut que les quartiers soient représentés, que les tranches d'âge soient représentées, donc la parité, mais aussi que ces personnes-là soient placées à la bonne place aussi. Donc, il faut faut inclure tous ces profils-là dans la liste, il faut les placer à la bonne place sans mécontenter trop de monde. Même quand la législation a prévu que c'est l'élection municipale qui permet de désigner aussi le conseiller communautaire. Avant, si le maire, de par sa bonne volonté, qui disait, c'était son choix, on va dire, discrétionnaire, qui pouvait désigner le conseiller communautaire. Aujourd'hui, c'est l'électeur qui procède à cette élection. Alors, sur la liste électorale, il y a, on sait déjà qui sera conseiller communautaire. Oui. Sur la liste des candidats. Oui, avec une exception, c'est pour les communes de moins de 1000 habitants. Dans ce cas-là, c'est le conseil municipal qui continue à désigner. Mais pour toutes les autres communes, effectivement, en réalité, il y a sur un bulletin de vote 2 listes. Il y a la liste des conseillers municipaux et la liste qu'on appelle intercommunale, des personnes issues du conseil municipal qui sont appelées à siéger dans les instances dirigeantes des établissements de coopération intercommunale. C'est-à-dire que sous cette liste, les électeurs se sont rendus compte, pour ceux qui ont déjà reçu leur bulletin, il y a le nom des candidats pour les municipales, et à côté, c'est inscrit le conseiller communautaire, et on voit un oui. Oui, tout à fait. Même si ce que l'on peut regretter, c'est que la désignation des conseillers communautaires n'a pas occupé une place très importante pendant la campagne, alors que, précisément, ces structures intercommunales, donc en réalité ce sont les 3 communautés d'agglomération de la Martinique, jouent un rôle de plus en plus important dans la vie des citoyens. Davantage de compétences, le transport, la restauration scolaire, les ordures. Ce sont des quasi-collectivités. Et donc il y a toujours ce décalage entre la sphère de compétences exercée par ces structures intercommunales d'un côté, et puis de l'autre, la procédure de désignation et le fonctionnement même de la démocratie représentative. Même s'ils sont élus sur la base de scrutin direct, le citoyen ne fait pas toujours le lien. Et je suis prêt à faire le pari, Jean-Marc, si vous demandez à des citoyens de telle ou telle commune quels sont ses représentants au sein de la CACEM, de l'Espace Sud ou de Cap-Nord, il sera incapable de vous lire. Et pourtant, ils ont voté. Et ils ont voté. Autre chose concernant donc, cette mobilisation, on souhaiterait, on l'a dit, que les électeurs se mobilisent davantage pour se scruter. Olivier Jean-Marie, s'agissant de cette mobilisation, c'était d'abord le rôle des candidats, mais encore. Alors le rôle des médias aussi a été souligné donc par Justin Daniel. Donc et moi je pense qu'il faut féliciter donc les médias qui ont bien couvert, donc que ce soit votre antenne ou vos confrères qui ont bien couvert cette campagne-là, même s'il y a une orientation donc sur l'aspect financier, la situation financière des communes. Et je pense aussi qu'il faut intégrer le fait que il faut demander aux électeurs d'accorder un minimum d'attention. Donc les électeurs, électrices, vous allez recevoir des professions de foi, des bulletins. Donc les candidats ont pris beaucoup de temps pour rédiger ces professions de foi. Donc prenez le temps, même avant de voter, de les parcourir toutes. Donc ça dépend aussi, ce que je veux dire, c'est que ça dépend aussi des électeurs aussi. C'est vrai qu'il y a une montée donc de l'indifférence, comme l'a signalé monsieur Daniel, mais prenons le temps, nous, citoyens, de lire
les programmes, et quelquefois même des candidats déposent dans vos boîtes aux lettres des programmes avant les professions de foi aussi, parce que la profession de foi c'est un espace limité, donc quelquefois ils font des programmes de 12 pages, prenez le temps de les lire, ils ont pris beaucoup de temps pour le faire, et donc ça dépend aussi de nous citoyens. Et puis pour revenir sur la question communautaire, je pense que dans leur campagne, parce que la campagne aussi a été extrêmement courte, les candidats n'ont pas eu le temps d'exposer donc les enjeux communautaires de cette élection-là et leur stratégie justement de présence dans ces institutions-là. À part quelques-uns qui ont très clairement déclaré qu'ils voulaient absolument être présidents, que ce soit de Cap-Nord, de la CACEM, à l'Espace Sud, mais derrière, il n'y a pas eu de développement sur le contenu de leur programme et de leur présence donc dans ces EPCI-là. Vous avez parlé donc des professionnels de foi, qu'il faut les lire, mais j'ai envie de dire qu'il faut surtout les conserver. Et oui. Pourquoi ? Ça permet de revenir pendant la mandature et dire au candidat, vous qui êtes devenu maire, mais vous aviez promis ça, c'est vous qui l'avez écrit. Oui, je pense que pour les citoyens, c'est une bonne chose de confronter les réalisations aux promesses. Mais je voudrais revenir très rapidement sur les leviers sur lesquels on pourrait agir et peut-être signaler quelques défauts dans les stratégies de campagne. Bon, il y a un levier auquel a fait référence tout à l'heure Olivier Jean-Marie, ce sont les réseaux sociaux qui présentent quand même quelques avantages, même si, à mon avis, ce n'est pas le meilleur canal pour faire campagne, puisque les réseaux sociaux ne permettent pas véritablement de délibérer. Ça n'est jamais que, enfin, je pense en particulier à Facebook, ça n'est jamais que la juxtaposition de points de vue avec des likes, etc. Mais ça, ce n'est pas négligeable aujourd'hui, dans le cadre le fait pour un candidat d'avoir une page Facebook. Bon, maintenant, les candidats utilisent d'autres moyens d'action tels que des prises de parole dans les quartiers. Et plus la fin de la campagne avance, plus on recourt à ce type d'action et qui servent de substitut à ce qu'on a connu dans le passé, ce qu'on appelait des conférences ou encore, dans les années 90, des meetings. Bon, ces espaces-là ayant été désinvestis, donc on utilise des prises de parole avec des sonos. Je suis obligé de reconnaître que l'effet peut être contre-productif. Parce qu'on arrive très rapidement, avec cette modalité d'intervention, à saturation. Quand les candidats sillonnent les quartiers, ils sont plusieurs à longueur de journée et surtout de soirée, je pense que ce n'est pas le moment où l'attention des citoyens est disponible. Donc, tout ça pour dire, je suis d'accord, les médias, tous les débats qui ont été organisés, moi je crois que même si ça reste très classique, moi je pense que c'est le meilleur moyen aujourd'hui pour remobiliser l'électorat, pour qu'ils prennent conscience un petit peu des enjeux. Et puis, le reste, c'est la capacité des candidats à tramer le territoire, etc. Olivier Jean-Marie. Oui, sur la question des prises de parole, des sonorisations. Et je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire donc, pour les candidats, parce que il m'arrive souvent d'entendre donc, des prises de parole, et après que le candidat ou son supporter ait parlé pendant 20 minutes, on n'arrive pas à identifier qui a parlé, très clairement. Et par ailleurs, la qualité aussi sonore laisse à désirer. Donc, c'est-à-dire que là, on n'a pas fait de progrès. Non, et surtout, on n'a pas fait de progrès donc, sur l'évaluation. C'est-à-dire qu'il faudrait que les candidats se demandent, mais combien de voix me rapporte une prise de parole ? Et si vraiment on pousse l'exercice... combien j'en perds ? Oui, voilà. Et si on pousse l'exercice, on verra que ça peut être très, très, très contre-productif. Et je pense que la meilleure façon de convaincre, de convertir un indécis, un abstentionniste, c'est l'échange humain. Donc c'est soit le porte-à-porte,
ou l'appel téléphonique, mais pas l'appel téléphonique automatisé où c'est un serveur qui vous délivre un message déjà enregistré, donc impersonnel. Mais tant qu'il n'y a pas d'échange, donc d'interaction humaine, on ne va pas arriver à convertir un indécis ou un abstentionniste. Autre chose, Justin Daniel, tous ces candidats qui vont sillonner, vous l'avez dit, les quartiers, et qui oublient ces quartiers pendant 6 ans. C'est un classique de la vie politique. Pendant la campagne électorale, on est là, on est présent, on y va presque tous les jours. Et puis, une fois la campagne électorale terminée... Alors, bon, c'est peut-être pas vrai pour tous les candidats. Donc, bon, un maire... généraliser. Un maire, ouais, on va pas généraliser. Un maire élu, certains maires, ils sont quand même présents sur le terrain. Donc, moi... de ce point de vue-là, je ne peux que saluer le travail qu'ils accomplissent, parce que, bon, d'ailleurs, je me demande pourquoi il y a autant de candidats lorsqu'on sait la charge que cela représente. Bon, d'un point de vue symbolique, ça n'est pas inintéressant, mais sur tous les autres plans, ça demande de très gros investissements. Ils ont tous le secret des finances. Ouais. Oui. Donc, il y a ça. Il y a des candidats aussi qui le font, même si ils sont malheureux à une élection, ils continuent à faire ce travail. Mais effectivement, vous avez raison, pour la très grande majorité d'entre eux, je ne citerai pas bien évidemment de nom, mais on a vu des candidats qui étaient complètement endormis pendant 5 ans et demi, et qui, au bout, à 6 mois de l'échéance, ont commencé à s'agiter sur les réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas la meilleure façon de faire campagne pour une élection municipale qui réclame beaucoup de proximité avec la population, et au-delà même de la proximité, une forme d'empathie. Pour une élection municipale, ça compte énormément. On ne peut pas gagner une élection municipale en étant froid et distant avec la population. Pour conclure, Olivier Jean-Marie. Oui, pour conclure, alors, donc, Justin Daniel a parlé d'empathie, et ça contraste avec justement cette image de meilleur manager, le meilleur technocrate, technicien qui maîtrise tous les taux de la fiscalité, qui maîtrise tout. Et je pense que c'est une tendance qui est liée aussi au profil de certains candidats. Et on observe que là, pour cette élection-là, il y a à peu près 15% sur les 116 listes, têtes de liste, il y a 15% de profils qui viennent de la fonction publique territoriale, donc des cadres de la fonction publique territoriale ou des assistants parlementaires, donc des gens qui ont fréquenté des élus, qui étaient donc des assistants d'élus et qui aujourd'hui donc ont pris donc la casquette de candidat, mais toujours avec leur logique un peu technocratique, technique, et ce qui justement leur fait perdre en empathie, justement en proximité vis-à-vis donc du quotidien des administrés, des électeurs. Justin Daniel. Bien, le sort est presque jeté, donc on verra comment les choses vont se passer dimanche. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas abordé sur le plan politique, je vais en dire deux mots, c'est l'offre électorale. Comment elle se présente aujourd'hui. Je crois qu'elle est surtout révélatrice de l'affaiblissement des frontières entre les mouvances politiques. Alors, pour une élection municipale, traditionnellement, il y a beaucoup d'indépendants, de listes qui se proclament indépendantes, mais aujourd'hui, ce qu'on en observe, que ces listes-là, les listes divers, sont très largement majoritaires. On observe aussi que les listes se réclamant peu ou prou de la droite sont fort peu nombreuses. Il y a beaucoup plus de divers gauches qui sont présentes, de listes divers gauches qui sont même présentes. Même de la République En Marche, hein. Personne n'en parle, personne ne la République En Marche, si j'ai bien comptabilisé, il n'y a qu'une seule liste qui se réclame explicitement du soutien ou de l'investiture de la République En Marche. Donc tout ça pour dire qu'on est dans une situation qui reflète l'état du paysage politique. Or, il y a quelques années, on aurait pris le risque de dire que ce paysage politique est en voie de recomposition. Je n'en suis pas sûr. Simplement, ça ne va pas nous fournir, dimanche 22 mars, peut-être que beaucoup d'indications pour l'élection de 2021 à l'Assemblée de Martinique, la CTM, oui. Prenons tout de même le pari que dès le 23 mars, on va voir se mettre en place des stratégies pour
préparer ces élections donc à l'Assemblée de Martinique. Merci à Justin Daniel, merci à Olivier Jean-Marie. On se retrouve, messieurs, dimanche soir pour la grande soirée électorale, en rappelant que c'est toute la machine RCI qui sera déployée sur le terrain dès dimanche pendant toute la journée. Et cette grande soirée avec Pascal Lavenir et moi-même. Pascal Lavenir que vous allez retrouver dans quelques instants pour le RCI Midi. Merci à tous, bon après-midi. Et on se retrouve donc pour cette grande journée dimanche.